Salut, moi c'est Anas Rally et bienvenue dans mon nouveau format 3 conseils d'architecte. Dans ce podcast, je vais demander aux professionnels 3 conseils pour mieux réussir en tant qu'architecte. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jérémy Nadeau, un architecte engagé qui va à la rencontre des gens afin de proposer une architecture véritablement ancrée dans le réel. C'est aussi un architecte décoré, lauréat du prix 40 Under 40 qui récompense chaque année 40 des meilleurs jeunes architectes. Je pense qu'on est en train d'échanger un peu en amont, mais la question de l'honnêteté envers soi-même et envers les gens. Ouais. Donc moi, être honnête avec soi-même, savoir où on veut aller, pas faire semblant d'être ce qu'on n'est pas. Ouais. On a tous une histoire, on vient d'un lieu, d'un endroit, d'un territoire, on a une famille, quelle qu'elle soit. Donc on est tous différents, mais pas avoir peur d'assumer ces différences et de foncer, foncer vraiment. Moi, c'est ne pas douter de soi-même, même si tous les jours on est pétri de doute, on construit des bâtiments, on essaye de le faire du moins. Grande honnêteté envers soi-même, envers les autres, respecter le respect. Là, quand tu me poses cette question, je pense aux entreprises. Ouais. Sans les entreprises, on n'existe pas. Donc déjà, respecter les gens qui nous aident à construire nos idées, nos délires, nos envies, nos rêves, parce que ça part de ça. Je pense que quand on est enfant, quand on est touché par ce métier, je pense que ça vient de loin. Et quand ça se réalise et qu'on se dit vraiment, on fait consensus à l'intérieur de soi-même, on veut être architecte, quand on l'a décidé, sans les entreprises, ça n'existe pas. Donc gros respect aussi des gens. Et comment tu l'abordes en fait l'honnêteté dans tes projets, dans ta pratique, ce que tu as fait dans le quartier? Alors moi je l'ai abordé d'abord par l'amour des matières. Je pense vraiment en premier lieu les agences qui m'ont touché depuis toujours, que ce soit des architectes, hommes et femmes confondus, toutes les échelles possibles, c'est des gens qui aimaient les matières. Donc vraiment quand je me promenais dans la rue, venant de Bordeaux, étant touché aussi, ayant vécu à Paris, la question de la pierre, de ces bâtiments traditionnels, patrimoniaux, qui sont intégrés, donc là, la connaissance des matières. J'ai été touché par ces agences qui mettaient la matière au cœur de tout, qui créaient espace par la matière. Jacques Lucan parlait de phénoménologie, mais c'est ça, c'est la matière qui fait foi. Donc honnêteté vis-à-vis de la matière qu'on utilise, l'amour de la mise en forme de cette matière. Donc pour moi, c'est le sens de tout ce que je fais. Donc voilà, honnêteté des gens en comprenant le site et la matière qu'on va utiliser. Des fois, on le fait à bon escient, des fois non. Je pense qu'on a besoin de tester aussi des choses avant de comprendre vraiment comment on utilise les matières, de bien les saisir. Tu vois, aujourd'hui, moi, j'ai 43 ans, mais je pense que j'abordais pas les projets de la même manière il y a 10-15 ans et aujourd'hui, et j'espère que je les aborderai pas de la même manière dans 15-20 ans, c'est tout à fait normal. Mais aujourd'hui, revenir à cette honnêteté, on s'est installé dans un quartier à Bègles qu'on aime vraiment, les Terre-Neuve. C'est un choix. On a réhabilité un bâtiment pour faire notre agence. Là, on est sur les toits, donc on est un peu dans le ciel. Donc prendre un peu de recul par rapport à toute l'énergie de la ville pour se dire, voilà, on prend le temps de réfléchir à ce qu'on veut vraiment faire. J'appelle pas ça une deuxième vie, mais voilà, on a monté une association avec le collectif des quartiers à Bègles, une association qui s'appelle Gotham, qui traite un peu des enjeux de comment on réhabilite des quartiers anciens et les réintégrer dans la vie contemporaine. Il y a eu des démolitions de tours qui ont marqué les gens. Moi, je juge pas ces démolitions. Elles sont intervenues avec l'ANRU dans des choix politiques. Aujourd'hui, on est là, dans ces quartiers. Comment on vit le présent et comment on voit l'avenir avec la jeunesse, la transmission. Je pense que dans nos métiers, on parlait des entreprises, c'est primordial. Comment les entreprises transmettent les gestes, comment des architectes peuvent intervenir avec leur façon de faire dans l'espace public, ce lien qu'on a en commun. Donc moi, voilà, l'honnêteté, c'est assumer que l'espace public, il a tout le monde. On est dans une société extrêmement difficile à vivre dans les différences de classe. Et je pense que l'architecture, elle est là aussi pour créer des espaces qui sont donnés à tout le monde. Tu vois, les marchés publics sont là pour ça. Ouais. Les politiques et les communes sont là pour créer des lieux ouverts aux gens. Mais j'espère que les investisseurs privés vont... Et je pense que c'est en train de bouger, quand on voit tous les tiers-lieux, tout l'avènement des nouvelles façons de vivre les espaces, de vivre les espaces réhabilités surtout. De vivre avec le déjà là, je pense que on va dans une société, je l'espère, post-crise, là, dans un revirement positif de vivre ensemble et de remise à plat de l'espace public. C'est important. En fait, c'est ça qui m'anime aussi, c'est de transmettre un optimisme, même quand on est dans des petits moments difficiles. C'est ce qui m'a plu quand tu m'as contacté. Ouais. C'est-à-dire que le premier truc que tu m'as dit, c'est voilà, j'ai envie d'être positif et moi ça m'a touché. Parce que c'est vrai qu'on a des moments où, voilà, mais
c'est pas que les architectes. Hein. Non, la vie, elle est dure pour la vie en général. Pour tout le monde, mais avec tout ce qui se passe, la conjoncture politique, sociale, qui est très anxiogène. Ouais. Du coup, ce côté anxiogène se reflète un peu partout. Le matin au travail, avec nos équipes, la tension post-Covid, comment on a envie de vivre un peu plus pour soi à des moments. Et au final, après 2-3 ans post-Covid, je trouve que le vivre ensemble reprend forme. Ouais. Et c'était bien de vivre pour soi, c'est sûr. Ce temps de pause, malgré la tension que ça a généré, ça fait du bien. Mais aujourd'hui, on a envie de se retrouver. Et en fait, l'humanité fait que c'est par l'homme et la femme qu'on retrouve de l'énergie. Sinon, tout seul, ça n'a pas de sens. Faire de l'architecture tout seul, ça n'a pas de sens. Ouais. C'est par équipe, c'est par des rebonds, c'est en discutant avec les gens, avec les politiques qui doivent nous donner des lignes, hein, parce que la politique, elle est là pour ça aussi. Je veux dire, non. Là, on est dans un moment très important. On l'a vu dans les écoles d'architecture, il y a eu des grèves, il y a eu des mouvements. Moi, ça m'a touché aussi, parce qu'on sent que les jeunes ont envie de remettre en cause l'enseignement, de repenser des choses différemment. Nous, ça nous pousse, les générations intermédiaires, un peu entre un ancien temps et un nouveau, ça nous impose de revoir les choses. Les jeunes architectes qui sortent de l'école, qui viennent travailler avec nous ou qu'on croise, ils n'ont pas du tout les mêmes manières de concevoir. Donc nous, on est attentifs. Moi, j'ai monté cette association avec les jeunes des quartiers prioritaires pour les regarder aussi. Ils m'ont redonné beaucoup d'énergie, une nouvelle manière de voir, les nouveaux outils, nouvelles pratiques, comme toi, dans les vidéos, autour des réseaux. On peut constamment dire que les réseaux, c'est de la merde, mais bon, il y a un moment, c'est un outil. C'est un outil. Je pense que ce soit de la merde ou pas, ça dépend de comment on s'en sert. Tout à fait. C'est pour ça que c'est super important pour moi de faire ce genre de choses. Ouais, puisque tu disais tout à l'heure, quand on discutait, de pouvoir toucher des gens en étant seul dans un lieu et pourtant parler au monde entier. Ouais. Ou à sa culture, ou à sa communauté, à des gens qu'on aime, parce qu'on peut pas toujours parler, c'est pas facile de s'exprimer. Des fois, il y a le vecteur de la vidéo à travers YouTube ou n'importe quel outil, comme un outil pour fabriquer une matière, faut de la transmission. Et moi, c'est ce que j'aime bien dans cette nouvelle génération, c'est qu'à un moment, elle m'a appris à pas être contre tout ce qui se fait aujourd'hui. À me dire, bon, mais t'as fait des choses bien, t'as fait des choses moins bien. Il y a des événements que tu as bien traités, d'autres moins. On visite des bâtiments, je leur ai montré un peu ce que je faisais. Ils sont très critiques, ils ont pas peur. Et ça fait du bien de se dire, voilà, c'est pas une critique violente qui est là pour assassiner. Elle est là pour dire, nous, on est plus touchés par ça ou ça. Ouais. Moi, j'ai essayé de comprendre ce qui les animait dans ces critiques. Des fois, de créer des lieux, ça peut être une couleur qui leur rappelle des choses, ça peut être éviter de faire une ville toute blanche, même si le blanc nous permet de limiter les impacts de la chaleur, par exemple. Ouais, les ateliers, ils sont noirs. Donc, est-ce que ça génère? Même ils ont bien aimé ce contraste noir sur un bâtiment ancien, industriel. Donc, ils ont aimé ce côté un peu... c'est une grande maison, un toit à 2 pans, on abrite tout le monde. C'est une image archétypale très simple à retenir. La maison, elle parle à tout le monde. Et en même temps, ce côté un peu foncé met un coup de fouet dans le quartier. Ouais. Après, on a peint des fresques, on a créé un festival d'art et de street art, mais les couleurs en contraste, voilà, avec le déjà là, alors que tous les bâtiments autour sont blancs. J'aime beaucoup les bâtiments blancs, tu vois, y a pas de problème avec ça, et ça a du sens dans de nombreux territoires. Mais à cet endroit-là, on voulait un projet qui marque, et ça a marché. C'est-à-dire qu'ils ont bien apprécié ce qu'on a créé, c'est venu de là avec le festival, les rencontres se sont faites, et on a essayé de démocratiser un peu le métier auprès des gens. J'avoue, quand on est arrivé dans le quartier, et qu'on a dit qu'on était architecte, c'était pas si simple d'aller vers les gens. Tu m'étonnes. Ça s'écoule un peu sur tout ce que tu fais dans tous les jours, que ce soit le dessin, l'architecture ou quoi que ce soit. Enfin, même c'est vrai, quand tu dessines, tu te poses... les gens, ça interpelle. Ouais. Dès qu'il y a de la création, heureusement. Là, ça sert à ça. L'architecture aussi. Passe ton deuxième conseil d'architecture. Deuxième conseil d'architecture. C'est pas si simple parce que ça veut dire qu'il faut se reprojeter quel conseil je me donnerais à moi et à d'autres personnes. Ouais. Mais je pense de réussir à gérer un peu son ego. C'est-à-dire l'ego nous maintient dans une volonté ostentatoire de créer des bâtiments parce qu'on a souvent mis l'architecte au firmament. Hein. Quand on regarde l'histoire de l'architecture, les pharaons, ils avaient l'architecte avec eux. C'était des classes sociales très élevées. Donc on est dans un monde de compétition. Hein. Faut pas se mentir. Hein. L'architecture, faut gagner des concours. Faut avoir des commandes privées, sinon on ne travaille pas. Alors ça veut pas dire qu'il faut énormément de projets. Chacun le fait à sa manière. Donc déjà, premier conseil, suivre sa propre voie, ne pas se comparer. Moi, je me suis beaucoup comparé, ça m'a fait du mal. Je pense surtout avec les réseaux sociaux, cette profusion d'images des fois. Donc ne pas se comparer, suivre sa voie véritablement et modérer cet ego. Il en faut véritablement pour oser
prendre des positions claires dans une ville, en ruralité, dans un site, par rapport à une histoire personnelle. Des fois, on peut se mettre en opposition à des gens qu'on aime, dans notre manière de faire, qui peut être un peu vécue comme violente dans une intervention urbaine ou dans un projet. Mais voilà, suivre sa voie et partager, quoi. Quand je parle de modérer son ego, c'est-à-dire être prêt à partager énormément d'expériences, ne pas se mettre au centre de tout, ce qui peut être le cas des fois. Les politiques nous amènent de temps en temps à penser qu'on a la vérité. Quand on a un moment où on gagne énormément de projets, on peut être tendance, donc là on a l'impression d'être très important, mais au final faut quand même modérer ça. On peut être important dans une certaine action, mais je pense qu'il faut une grande distance quand même par rapport à ce métier. Enfin, moi je crois. Après ça dépend où on veut aller. Si on veut aller tout en haut, on sait ce qu'il faut faire. Il y a des manières de voir la façon de concevoir ce métier. Où c'est vrai que si on veut aller vraiment très très haut, qu'on a une forte ambition qui brûle, à un moment faut se mettre quand même au centre du truc. Mais j'espère que le sentiment que j'ai actuellement, c'est que l'architecture est en train de revenir tout doucement au centre du débat. Je pense qu'il y a eu des époques où vraiment les architectes étaient au cœur des débats politiques. Il y a de nombreuses années. Ils sont encore reconnus pour des projets culturels, où on voit souvent les grands projets culturels, les grands musées. C'est ce qui fait un peu exploser les agences quand même. Quand on regarde l'histoire de l'architecture, quand on gagne un grand musée qui a un impact énorme pour la population et les gens dans une ville, dans une capitale, ou une ville comme Marseille, on pense au Mucem, tu vois. Ou Franck Gehry à Bilbao. Exactement. Qui a totalement changé la ville rien qu'avec un bâtiment. Quand on connaît Bilbao à l'époque, moi ma grand-mère était d'une ville juste à côté, grand-mère espagnole, une ville industrielle, quand on voit l'implantation du bâtiment et tout ce que ça a généré derrière, l'histoire est folle. L'histoire est folle, ça a modifié une ville. Donc oui, là on a un impact, et même à très petite échelle, on a un impact fort. Je vois, nous, ce qu'on fait dans le quartier avec notre association Gotham, l'impact qu'on peut avoir sur l'appréciation des gens sur l'espace public, dans le choix des artistes, des œuvres, des interventions architecturales, on se rend compte que, en se rapprochant des gens, que c'est non négligeable. C'est énorme en fait, la responsabilité qu'on a. Architecte, maître d'œuvre, maître d'ouvrage, nos clients, tous ensemble. Parce qu'un architecte seul, là il faut des gens qui prennent les risques pour payer des projets, pour suivre des histoires. C'est des récits qu'on raconte. Et ils sont même tous une différents. Fois que c'est construit, il faut la pré-construction, ça doit être quelque chose aussi. Cette émotion, elle est intense. Moi, on en parlait un peu tout à l'heure, quand des fois on a des moments de doute. Je pense qu'il faut vraiment rester positif, tu as raison sur cette... C'est une passion, ça brûle. Tout acte de création, il nous en reste un peu dans l'architecture. Il est brûlant, on n'en dort pas, on se réveille, on dessine, on écrit, le cerveau il s'arrête jamais, quoi. Parce qu'on a une soif tellement forte de produire des choses, je pense. Et quand je parle de production, c'est de construire, d'être entouré de nos entreprises, d'amener une idée au bout, de voir des sourires, d'accepter la critique. C'est très important. Du coup, c'est un métier passionnant. Mais dans les conseils, comment gérer cette brûlure? Cet ego. Cet ego, ce truc qui donne envie. Des fois, on a des moments de doute, mais c'est pas grave, quoi. C'est là où le partage fait du bien. Nous, on a monté un GIE il y a peu de temps avec 6 agences d'architecture, un groupement. Un GIE pour ceux qui. C'est un groupement d'intérêt économique. Okay. C'est-à-dire qu'on s'est inspiré, c'est des comptables qui nous ont dit, on trouve nous par exemple entre comptables, on a créé un groupement où à plusieurs, on essaye de mutualiser les forces pour que les structures qui soient plus grosses aident un peu les petites et que les petites aussi aient un regard qui puisse permettre aux plus grosses structures de remettre en question certaines choses. Donc on mutualise l'économie des projets, on mutualise l'achat du matériel. Par exemple, ça paraît rien, mais regardez l'expérience de certaines agences qui ont été meilleures dans les négociations, qui ont un passif d'achat de logiciels, de matériel, de gestion d'agences, qui puisse aider aussi les plus jeunes. On se dit, c'est peut-être le moment en temps de crise de générer une force collective qui nous permettra, quand ça va repartir, de nous avoir fait du bien. Il y a une petite partie de psychanalyse interne, ce qu'on disait de se parler entre architectes et entre hommes et femmes qui ont vécu des moments douloureux et des moments heureux, de se dire voilà où on en est, et aidons-nous les uns les autres. Vous êtes peut-être dans une phase complexe d'un moment de vie, d'un moment d'agence d'architecture, parce que tu vois, moi je vois ça comme quand je regardais des films, quand on sait qu'on meurt, c'est l'encéphalogramme plat, quoi. Il y a une ligne. Et quand la vie redémarre, c'est ça. Et les agences d'architecture, c'est pareil. On a des moments de grande joie, on gagne un concours, tout le monde fait la fête, on partage, c'est de grandes émotions, parce que c'est beaucoup de travail, d'investissement. Et des fois, on en perd 5, 6, 10 de suite. Et là, on se dit, ça a plus de sens, on n'est pas bon, on regarde les autres qui gagnent à côté, là, il y a des moments difficiles.
Et c'est un travail d'équipe. Donc quand on rentre dans l'agence, que l'équipe nous dit bon, on a reçu la lettre, on a perdu. Tu vois, là, toute la journée, tout le monde tire la gueule. C'est des moments qui sont pas agréables, mais qui font partie de la joie. Parce qu'il faut connaître aussi ces moments difficiles pour être tellement joyeux de gagner un concours avec toute l'énergie qu'on a mise. Donc c'est ça, moi je vois c'est des hauts et des bas. Et si je devais me donner un conseil, c'est de pas se décourager. Il y a des moments où on a envie d'arrêter, mais je pense que dans tous les métiers, soit physiquement, mentalement, on a des moments de vie qui sont peut-être plus difficiles. Mais au final, quand on voit tout ce qui se passe ailleurs, et un peu de relativité et dire bon, ce qu'on fait c'est quand même bien. Je pense, moi je suis fier des projets que j'ai produits, que j'ai réalisés. Après, je les aurais peut-être pas tous fait pareil aujourd'hui, avec le recul, mais ça on peut jamais revenir en arrière. Hein, mais être fier de ce qu'on a fait, c'est bien, pour avancer un peu, oui. De pas baisser les yeux, de savoir qu'on a mis beaucoup d'énergie, d'être honnête avec soi-même, ce qu'on disait tout à l'heure, de dire bon, mais là j'ai vraiment réussi, je pense. Là peut-être un peu moins. Comment je peux modifier et améliorer. De se confronter au regard des autres. Tout à fait. D'accepter la critique, d'écouter. Ce qui est pas toujours facile. Hein. Moi, je suis un grand susceptible. des fois, quand il y a un mot un peu qui touche quelque chose qui me remue, alors maintenant j'essaye de tempérer ma réponse. À un moment, il faut laisser la place aussi à la critique. Je montais vite des fois dans certaines critiques, mais comme les contextes politiques font qu'il y a énormément de concertations aujourd'hui, qui sont nécessaires. Alors de temps en temps, ça peut être un peu trop, mais cette concertation avec les gens qui vivent nos bâtiments, c'est une nécessité aujourd'hui. Les gens n'ont plus envie de voir des bâtiments montés comme ça à côté sans qu'il y ait du sens vis-à-vis d'un rebond. Donc voilà, nous, je pense que vos générations et les nôtres sont en train de vivre ces revirements politiques du fait de la question de la crise environnementale qui est réelle, quoi. Enfin, aujourd'hui, on peut pas passer à côté. Il faut construire autrement. Surtout en construction. Oui, on a un impact sur le carbone mondial qui est énorme, quoi. Et puis il y a besoin d'un narratif. Aujourd'hui, quand on fait un projet, les gens ils ont besoin d'y croire. C'est plus simplement. Le récit a toujours eu besoin d'exister. Je pense, tu vois, pour porter un projet, on est obligé pour entraîner ne serait-ce qu'une équipe dans une agence. Pour dire, moi aujourd'hui, j'ai pas d'associés. J'en ai eu 3. Mon papa et Vincent Laverne quand on avait monté notre agence Nadeau Laverne en 2008. Donc on a vécu à 3, après à 2. Après, la vie faisant que Vincent, on a séparé les 2 agences, il a gardé l'agence à Paris et on s'entend super bien. On a vécu un moment passionnant, un moment de vie. Il y a eu une distanciation, les agences ont pris on a pris notre essor chacun de notre côté. Mon papa est parti après. C'est des étapes en fait qui sont dans une histoire d'agence qui sont pas négligeables, comme dans la vie. C'est des moments charnières et aujourd'hui, c'est vrai, en étant seul, je me rends compte que c'est pas facile de prendre les secousses, parce que quand on parle de cette brûlure, il y a un truc fort en tant qu'architecte. Je le vois à l'école, moi, je suis en jury de diplôme ou en HMO, et il y a un truc extrêmement fort dans l'appréhension d'un passage d'étudiant à la vie réelle. C'est symboliquement, c'est presque un parcours initiatique. Tu vois. Et toi, tu l'as vécu ou tu le vis. En plein dans ça, quoi. Voilà, donc c'est des moments importants. C'est super, c'est vraiment spécial pour le coup. Mais ça, il faut le vivre pleinement. Et en même temps, la vie fait que le lendemain, t'es déjà ailleurs, quoi. Donc tu le vis, tu le saisis, mais t'es obligé d'avancer. Et c'est vrai, c'est des années après, en retournant à l'école en diplôme, où j'ai senti l'odeur de ce plaisir de passer son diplôme. Je l'ai vécu, mais quand on revient dedans, on a envie de retourner à l'école, en fait. De se dire, c'était magique. La vie réelle, la vie professionnelle a du sens, mais il y a un truc passionnant à l'école où les concepts, on peut faire un peu ce qu'on veut. Ça veut pas dire qu'on fait n'importe quoi. Non, mais la liberté créative à ce moment-là, elle est tellement... Ça, c'est puissant. C'est tellement puissant que je m'amuse à le faire dans mon temps libre quand personne regarde. Mais... Et en fait, voilà, dans les conseils, dans la question que tu me poses, c'est qu'en discutant, ça revient, je me dis comment réintégrer ce plaisir, cette notion de plaisir. C'est ce qui, en fait, quand on est bien, quand on prend du plaisir. Ça peut pas être vrai tout le temps. À l'agence, des fois, on s'emmerde. Des fois, je vois, il y a des moments quand on perd, quand les journées sont un peu moroses, que les projets sont dans le dessin technique ou qu'il n'y a pas assez de création, moins de concours. Il y a des moments, ça peut être un peu lourd. Mais prendre le recul et rechercher cette notion de plaisir et comment la réintégrer constamment. C'est vrai qu'en retournant vers la jeunesse et vers les jeunes des quartiers, vers l'école, je me suis dit, il y a quand même un truc dans cette puissance pure, presque la pureté du plaisir de dire on est à fond, on crée. Donc comment, malgré la contrainte du quotidien, on peut réintégrer ça. Ça, c'est un vrai travail. Et je pense qu'il faut le relancer constamment.
On peut pas rester, se dire on a une agence, des locaux, on fait des projets, c'est bien. À un moment, il faut constamment remettre la machine en route, réinventer des choses, se remettre en question. C'est comme ça qu'on progresse, parce que c'est comme ça qu'on peut faire ce métier à l'infini, finalement. Clairement. Et comment... Moi, il y a pas longtemps, j'ai écouté un interview d'Almodovar. Ouais. Sur une journaliste qui lui posait la question, ou qui lui disait justement qu'elle préférait les films d'avant. Et il dit oui, mais j'étais pas le même homosexuel à cette époque que je le suis aujourd'hui. Ta critique, je l'entends, t'as le droit d'aimer mes premiers films, mais moi aujourd'hui je fais des films différents, qu'ils soient mieux, moins bien, moi j'ai envie de les créer. Ouais. J'écoute ce que tu me dis, il lui dit mais je peux pas te répondre, c'est pas normal, je fais pas les mêmes films, j'ai moins de rage, je suis un peu plus apaisé, donc ils sont peut-être un peu plus calmes. Donc, après, j'écoute ce que tu dis, mais je le prends. Et... Pour moi, il y aura un épisode 2, hein. Ben, on n'a pas mort 2 mois après l'épisode 1. Ce sera l'inverse. C'est moi qui te ferai l'interview et c'est toi qui me raconteras ta pratique. Faudra attendre que j'ai fait 2-3 trolls. Ça va vite. Tu verras, ça va vite. Vu la niaque que t'as, ça peut aller très vite. Il faut juste un projet. Et toi, moi j'ai l'impression que c'est assez clair dans ta tête. Même si la vie, à un moment tu veux aller là, ben ça fait ça. C'est clair, mais je mets rien de vraiment précis parce que je sais raison. Que c'est la leçon que j'ai appris du Covid. Ça sert à rien. C'est la leçon que j'ai appris du Covid, j'avais un plan pour ma vie. Covid, il a tout chamboulé, je me suis dit bon, ça sert à rien de prévoir le futur à 300% de précision. J'ai ma ligne directrice et puis... Non, mais c'est normal. C'est bien de pas... Enfin, moi je trouve, ce qui me heurte un peu en HMO quand les jeunes... Ils ont pas de chemin clair, au moins d'envie. Ouais. Tu vois, je veux Quentin avec l'atelier maquette, il dit voilà, je fais 1 an chez toi, après je passe la HMO en maquette, je prends l'énergie, je m'achète un petit truc dans un village, je me fais un atelier, je fais mes maquettes, il le fait. Ouais. C'était beau, parce que c'était... Mais par contre, d'y croire. Flipper de pas pouvoir y arriver. Moi, je l'ai aidé à dire attends, on croit en toi, on va y arriver. Tu vois. Le jour où on amène les maquettes, on transporte tout, là. Je dis, putain, t'imagines, je t'ai suivi, je t'ai filé du taf, je t'amène tes maquettes, le genre ta HMO, et il se met à pleurer parce qu'il y a une meuf de l'administration qui descend à l'école, qui dit, mais ça, c'est pas une HMO, c'est pas un diplôme, hein, c'est la HMO. Et je le vois, il craque de fatigue et tout, je dis, arrête, ton méport, il défonce. Je l'ai envoyé chier la meuf de l'administration. Ça, c'est les gens de l'administration. C'est une malade, j'y allais, cassez-vous. Je me souviens, il y avait Aline Rodriguez de l'Atelier Provisoire, qui est une très bonne agence bordelaise. Elle me dit, putain, pourquoi tu l'as envoyé chier comme ça? Je dis, mais regarde ce qu'elle raconte. Oui, tu défonces pas. Et on rentre dans le truc, t'avais un mec de l'ordre, deux femmes archi, une de Périgueux, super, et un mec de Toulouse, la tutrice, Aline, moi, et tous, ils ont dit, oh, merci, c'était magique. Et je dis, tu vois, t'as eu 19. Je dis, comment une personne t'a fait douter? Ça donne envie. Une personne t'a fait douter, c'est dommage, quoi. Je comprends, mais pleure pas pour elle. Tu peux pleurer pour plein de sujets, mais pas pour elle qui te dit... laisse tomber. Elle, c'est pas elle qui note, nous on est là, t'inquiète pas. En vrai, je pense que ça fait la transition géniale pour le 3e conseil, en fait. Vas-y. Ouais, peut-être. Ah bah. Peut-être. 3e conseil. Tu prends ce qui t'inspire. 3e conseil. 3e conseil en architecture. Alors vraiment, de jamais oublier de rêver. Ah, ça, j'adore. Et ça, on parlait de récit, alors peut-être ça dépend des pays, je sais pas, parce que tu vois, on nous a souvent reproché en France d'avoir une manière d'aborder le projet dans les écoles d'architecture très lyrique, tu vois, extrêmement orientée sur une certaine vision, peut-être un peu moins mathématique, un peu moins structure que certaines écoles. Quand on voyage, on voit les écoles en Espagne, en Italie, il y a une grosse culture presque polytechnicienne, quoi, de l'approche en Angleterre aussi. Mais en même temps, c'est notre force. À des moments, on voit qu'il y a quand même des architectes français reconnus dans le monde entier pour leur approche. Donc moi, je pense que cette notion de rêve, mais elle peut se décaler dans toutes les cultures. Hein. Quand je dis ça, en le disant, je pense que je me trompe aussi. C'est pas parce qu'on a une approche extrêmement structure du projet qu'on n'a pas cette approche poétique et lyrique. Mais en tout cas, nous, je pense que la spécificité française dans les écoles, je trouve, j'ai pas fait toutes les écoles, c'est d'avoir cette approche du projet très conceptuelle, qui moi me plaît parce que c'est ma culture. Je sais pas comment toi tu l'as vécu, mais c'est la grande force que j'ai trouvée quand j'ai fait mes études en France, c'est cette approche lyrique, effectivement, et aussi hyper contextuelle. Et ça, je m'en rendais pas compte jusqu'à ce que je travaille avec, que je rencontre des architectes un peu internationaux. Ce côté de, on va analyser le site, on va dégager une problématique, et du site naît notre concept. C'est intéressant. C'est intéressant, mais c'est vrai que est-ce que c'est européen, français, mais moi j'avais des cours
l'histoire de l'architecture contemporaine par Françoise Fromono à La Villette que j'ai vraiment adoré. Et elle faisait une espèce de répertoire de ces différentes façons d'aborder l'architecture diagrammatique, un peu par Coulas à une époque, du territoire, par tous les landscapers, les gens qui prenaient vraiment acte du site avant d'intervenir. Et après, elle parlait d'un mix entre tout ça, d'une façon de faire contemporaine, de fusion entre le site, le concept, l'approche technique, chiffrée. Et c'était très beau de voir toute cette histoire de l'architecture. Et c'est vrai que je me disais, elle est tellement vaste, la façon de faire notre métier. Parce qu'il y a il y a de l'artisanat dans cette façon de faire. Donc ouais, continuer à rêver. C'est-à-dire, je parlais tout à l'heure dans nos échanges de relancer la machine. Ouais. J'ai vu un reportage sur un astrophysicien qui parlait de l'espace plié. C'est-à-dire qu'il racontait que comme en musique, un son tenu n'est jamais tenu. Il se relance, il s'arrête et il repart. Et que l'espace, il n'est pas infini. Donc je sais pas s'il a raison ou pas, je suis pas assez performant sur ça, mais en tout cas, je trouvais extrêmement beau la simplification de ces mots pour rendre abordable une thématique compliquée sur l'espace plié. Par contre, ça me touchait, je me dis en architecture, même si on pense avoir fait certaines choses sur 10-15 ans, on a des moments de vie qui font, voilà, il y a des plis qui arrivent, on a peut-être envie de faire d'autres choses, de réorienter notre pratique, parce que avoir toujours le même concept linéaire, je trouve ça un peu ennuyeux aussi, même si c'est beau. Ça peut être ennuyeux. Quand c'est fait sur une vie, ça peut être très beau aussi. Oui. Il y a des architectes, mais en tout cas, moi, dans ma pratique, j'aime bien cette diversité. Mais c'est mes sensations propres. Et cette notion de rêve constante, ouais, elle est importante, quoi. De jamais s'arrêter, d'avoir envie de surprendre ou de se taire, à travers une idée, une image, une couleur, une odeur, une rencontre. Un matériau. C'est vrai, un matériau, c'est ça, quoi, l'architecture, quoi. Mais ça peut être aussi une structure mathématique, ça peut être un détail d'assemblage, c'est tellement vaste. Mais ouais, le rêve, en tout cas, moi, il me maintient dans les moments difficiles. Et c'est vrai qu'une image que tu as rêvée, que tu arrives à transposer dans un projet qui arrive à terme, parce que l'aboutissement de tout ça, quand même, ouais. Pour moi, c'est l'acte de la construction, qui est magique, où là, toutes les années passées, des fois ça prend 7, 8, 10 ans, la maturité d'un projet. Il y a plein de circonstances qui font qu'il ne peut ne pas sortir. Ouais. Et les plus beaux, c'est ceux qu'on a presque oubliés, qui sont encore là à l'intérieur. Moi, j'appelle ça le cimetière des projets à l'agence, quand on ouvre le serveur et qu'on voit les 100 projets qu'on n'a pas fait. Ouais. Et de temps en temps, il y en a un, pouf, qui ressort, on ne sait pas pourquoi, économiquement. Il y a un moment qui fait que ça y est, là, il ressort. On t'appelle, tu dis oui, c'est pourquoi. Oui, mais il va falloir relancer ce projet. Et là, ceux-là, qui sont presque oubliés, qui ressortent et qui sont de qualité, moi, c'est des moments. À limite, ça doit être des moments magiques. Hein. C'est magique. Et c'est vrai que quand on donne les clés, l'acte très symbolique de dire juridiquement, c'est plus notre chantier. Ouais. Parce qu'un architecte ou une architecte, quand on est sur notre chantier, il nous appartient un peu. Oui. Juridiquement, pour tout ce que ça représente de responsabilité. Bien entendu, ça appartient au client, parce que c'est eux. Mais il y a quand même une notion, quand tu regardes bien les textes, où tu es presque aussi responsable que le client de l'œuvre que tu es en train de générer. Après, l'œuvre, il faut faire attention dans les mots, en tout cas, on est maître d'œuvre, donc c'est le cas. Oui. Il faut voir. Dans la définition purement théorique du terme, oui. Mais moi, je me suis souvent posé la question, cette notion d'œuvre. À quel moment c'en est une vraie ou pas? Qui peut dire que c'est une œuvre ou pas? Est-ce que la plus belle œuvre, c'est celle qui est acceptée par le corps social, par les gens, qui reste une référence? Est-ce que c'est pas là que ça fait œuvre, plus que quand on pose un bâtiment quelque part? Est-ce qu'un bâtiment industriel peut être une œuvre? Voilà, moi, c'est une question que je me pose encore. Je pense que c'est vrai que la perception du public, je pense que ça joue beaucoup dans la définition de ce qu'est une œuvre. Oui, je prends par exemple les films. L'exemple qui me vient en tête, c'est Star Wars. Les tout premiers, où l'Empire contre-attaque, on considère aujourd'hui que c'est une œuvre, mais c'est peut-être pas forcément juste grâce à sa qualité filmographique, mais par rapport à la perception et à la passion que ça a engendré. T'imagines, c'est vrai que le cinéma, on en parle, on est assez fans de cinéma tous les deux, et c'est très lié à l'architecture. Totalement. Tu vois, moi je me souviens des premières émotions, c'était Les Ailes du désir de Wim Wenders, à Berlin, qui filme la ville. Je me suis dit, waouh, quel regard sur la ville. Et j'ai compris en fait que l'architecture était importante à travers les regards des cinéastes ou de certains écrivains qui par des mots,
décrivent des choses magnifiques. J'avais un prof à la Villette qui s'appelait Jean-Paul Dolé, qui avait écrit Fureur de ville. Ouais. Et voilà, je trouvais magnifique sa description des villes la nuit. Et là, peut-être que de temps en temps, à travers certains artistes, je me réapproprie le côté artistique de l'architecture. Ouais. Parce que quand on est pétri par les tensions financières, économiques, sociales, la politique, il peut t'arrêter un projet, un mandat politique, une élection qui dit bon, ben voilà, t'as travaillé 10 ans et on arrête, nous on n'en veut pas. Ouais. Ça se comprend, mais des fois, ça brise le cœur. Ça peut être dur des fois. Ouais. Et c'est cette notion, c'est grâce aux artistes. C'est pour ça qu'on a fait notre festival à Bègle et qu'on a fait intervenir des peintres. On a fait des fresques monumentales sur l'espace public. C'est par l'espace public qu'on a pu reparler avec les gens, reprendre le temps de regarder les choses d'en bas, et qu'une artiste ou un artiste dise moi je décide de dessiner ça, et je me suis dit waouh, c'est cool quand même d'avoir fait ça. Ouais. J'ai envie de me reposer, d'aller travailler en fait. Et c'est en voyant d'autres projets de consoeurs et confrères. Moi, quand tu vois, dans notre GIE, notre groupement là où on est 6 agences, d'écouter les autres, de regarder les projets qu'ils ont gagnés, de des fois être envieux de ça parce que ça donne envie quoi, de se dire waouh, cette idée qu'ils ont eue elle est belle, ils ont fait un beau projet. Et ouais, moi ça me donne toujours envie de continuer. Des fois ça fait souffrir un peu, je vais pas te mentir, hein, des fois ça me pèse, cette mise en concurrence constante, on a toujours l'impression d'être à l'école. Ouais. On passe devant des commissions politiques, il y a des et finalement en fait, c'est les profs. Ouais, on a toujours l'impression moi j'aurais fait ça, il faut faire ça, il y a la règle, il y a le PLU, il y a les concertations, il y a les recours. Et des fois tu dis ouais, bon, en fait s'il faut écouter tout le monde, on fait plus rien. Ouais. Mais c'est normal, je veux dire, c'est pas pour se plaindre, hein. C'est normal. Non, mais ça alimente le feu. Exactement. La contrainte alimente. C'est normal que les villes aient besoin de contrôler à des moments, je pense. Ouais. Et quand on arrive à passer à travers les gouttes, et c'est en ça que je dis quand je regarde les projets des autres, jeune, j'étais très critique, très vite. Ouais. Je disais, ouais, moi je ferais mieux. Alors que j'avais rien fait encore, mais je disais, ouais, ça c'est naze, ça passe pas. Et on revient à la question de l'ego. Et maintenant, voilà, avec un peu de recul, j'ai toujours un regard critique, mais je me dis, bon, l'histoire, le processus de projet est des fois tout aussi intéressant que l'objet fini en tant que tel. Donc le concept, que l'idée, quand il arrive à être construit, parce qu'il y a toutes les fourches codines, tu vois, de la réglementation, de l'économie de projet. Moi, j'avais l'agence entre Bordeaux et Paris. Les coûts de travaux entre Paris sont pas les mêmes qu'à Bordeaux. Ouais. Donc je me suis dit quand même challenger quand on sort des projets de grande qualité à Bordeaux, à définir ensemble la notion de qualité, mais en tout cas où les gens s'arrêtent et se disent là, il y a un projet, il y a une émotion. C'est plutôt ça, créer de l'émotion. C'est en ça que je pense que quand on peut parler d'œuvre ou de projet de qualité, c'est quand on crée de l'émotion. Que les gens en vélo ou en voiture, moi, m'appellent, me disent ah, c'est toi qui as fait ça. Je dis ouais, l'agence, on a réussi à faire ça. Là, ça me touche. Parce que je me dis au moins, dans une séquence de vie, on s'arrête, on regarde. Et moi, le premier, tous mes projets n'ont pas généré ça, j'imagine. Et quand on est à Paris, il y a tellement de situations qui font que la ville génère de plus en plus de projets de qualité, comme à New York, où chaque moment, pour un Français ou une Française, on se dit waouh. Ouais. T'arrives, enfin, ça monte. T'es englobé là-dessus. T'as que des dents creuses, tu montes au-dessus, tu négocies le vide. Il y a que des situations folles presque. Ouais. Et Paris, ouais, c'est vrai que quand j'y ai habité pendant 6-7 ans, d'être confronté à ce nombre de projets faramineux ou même petits, mais de grande qualité, en opposition et en dualité avec le patrimoine, c'est quand même assez dingue. On a cette chance-là un peu à Bordeaux aussi de vivre la ville ancienne, hein, qui est une ville quand même de grande qualité. Après, je jugerai pas les projets contemporains, on laissera ça aux gens. Il y en a qu'on aime, d'autres moins, mais on est tous différents et différentes. Mais ouais, c'est en fait cette compréhension de dire en regardant le travail des autres aussi dans la notion de conseil, intéresse-toi à ce que font les autres. Ça va t'amener une fureur de construction qui est terrible en fait. À travers le voyage, moi je suis pas un grand voyageur, je suis plutôt un sédentaire. Et alors j'envie aussi ceux qui font le tour du monde constamment. Mais c'est vrai que c'est pour ça que je suis bien dans ce quartier à Bègle. J'ai rencontré des gens fantastiques, des jeunes et des moins jeunes, dans une ville qu'on aime beaucoup, avec un engagement politique, environnemental, voilà, qui crée une posture. Et il y a des architectes qui ont passé une vie à construire dans leur territoire. Et j'ai été très touché en les écoutant, en disant, quand on arrive à la fin, même si c'est le début d'autre chose, on se dit on est fier d'avoir travaillé, d'avoir construit, d'avoir eu un impact politique. Et d'avoir porté des projets. Ouais, exactement. Tu vois, je pense que notre métier est politique. Ouais. Il ne peut être que politique. Et dans le contexte actuel... On participe à changer le territoire. Oui. Alors de temps en temps, peut-être qu'on se dépolitise. Dans certains projets, on se dit non, on fait un acte
on fait de l'architecture. Purement architecture. Vraiment, ça peut. Ouais. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, ça peut. Et des fois, on sent que l'impact de notre projet est très fort. Ouais. Et là, on se sent politisé. On a un discours. On sait que dans nos sociétés actuelles, il faut faire attention à tout ce qu'on dit quand même. Ça veut pas dire que c'est plus facile ou plus dur qu'avant. Je pense que chaque époque a son lot de difficultés. Et nos anciens et nos anciennes ont eu des vies peut-être bien plus dures que les nôtres. Donc moi, je suis pas dans ce côté passéiste ou nostalgique, mais en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les réseaux et la mise en scène de chaque situation, le moindre mot peut porter Dieu sait qu'il est facile de modifier tout ce qu'on veut avec le montage. Exactement. Bah écoute, Jérémy, merci beaucoup. C'était les 3 conseils d'architecture. Je suis ravi de t'avoir rencontré. Extrêmement ravi aussi. Et ce qu'on se disait il y a peu de temps, j'espère qu'un jour on va inverser les rôles. Bah, et tarde de voir ce que tu vas nous proposer. J'espère aussi. Que ce soit en France, partout dans le monde ou au Maroc. C'est mon ambition. Écoute, je te souhaite le meilleur pour la suite en tout cas. Merci beaucoup. Merci à toi. Franchement, merci beaucoup. C'est magnifique ce que tu m'as donné. Au plaisir. Bah, je pense que ça me fait. Là, on a un bel épisode. Franchement. Top. Franchement, avec. Je pense que là, ça va être le meilleur épisode. Encore un grand merci à Jérémy pour m'avoir accueilli à Bordeaux dans son agence et surtout nous avoir offert un épisode aussi riche. Vous pouvez retrouver son travail et lui-même en tapant Nado Architecture sur Google, mais aussi sur Instagram, tout en tapant Nado Architecture aussi. C'était Anas. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Abonnez-vous et à la prochaine.